pour nous citoyens. C'est terrible de se dire que nos élus, votre maire, votre conseiller départemental a été élu avec moins d'un Français sur 3. Parce qu'aux dernières élections, les Français ont jugé qu'il n'était pas justifié de venir voter. Et donc la démocratie, elle est malade de l'abstention. Et la démocratie, elle est aussi malade à cause de la crise et de la crise sanitaire. Parce que l'état d'urgence sanitaire a porté un coup d'arrêt au débat politique et démocratique. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver. Grand témoin aujourd'hui, Juliette Méadel, ancienne ministre, élue à Montrouge, présidente de l'Avenir n'attend pas. Bonjour Juliette, merci d'être parmi nous. Bonjour Nasser, merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, donc vous avez beaucoup de casquettes, vous avez roulé votre boss, et quoi que vous soyez très très jeune, et vous venez de commettre un ouvrage, votre premier livre, votre premier bébé au sens littéraire du terme, Un impérieux besoin d'agir, aux éditions de l'Observatoire. Un très beau livre que je recommande vraiment à toutes et à tous. On aura l'occasion de rentrer bien sûr dans le sommaire du livre, et on aura l'occasion dans cette émission d'aborder plusieurs thématiques. Vous avez été secrétaire d'État à l'assistance aux victimes du terrorisme, entre autres. Alors, les attentats, le Covid, les gilets jaunes, en quoi ils ont changé la France? Vous abordez la nation comme horizon politique, on va en parler dans cette émission, et puis vous vous attardez aussi sur la crise du politique, la crise de la démocratie. Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que la laïcité est en danger? Est-ce que le modèle républicain français est en danger? Est-ce qu'il faut le revivifier? Est-ce qu'il faut le transformer? Donc on aura l'occasion d'aborder donc tout ça dans cette émission. Et ce livre que vous venez de commettre insiste sur cette idée citoyenne. C'est vraiment un livre d'une fraîcheur incroyable, et vous abordez beaucoup de choses. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous n'êtes pas candidate à la présidence de la République? Pas tout de suite, plus tard. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge. Hein. Non, parce que je pense que au-delà de moi et de la question purement individuelle, je crois qu'il y a un très gros travail de mobilisation des Français à opérer sur l'importance de la République et l'importance de la nation, parce que on est dans un moment de crise où chaque individualisme s'exprime aujourd'hui, et où on sent bien qu'on a perdu le fil conducteur et le fil rouge de ce qui fait que nous avons envie de vivre ensemble. Il y a une fragilité dans notre pays. Et moi, dans ce livre, je fais le constat, avec beaucoup de tristesse, de l'échec des politiques de ces 20 dernières années. Et j'en prends ma part, puisque je suis une femme de gauche, et donc j'ai milité à gauche pendant 20 ans. Mais je fais le constat de cet échec sur la capacité à proposer un État qui soit présent pour tous, à intégrer, à faire en sorte que, quelle que soit votre origine sociale, votre origine tout court, vous puissiez vous sentir un citoyen de France avec les mêmes droits pour chacun. Et cet échec-là, je le constate dans ce livre, et je raconte à mes yeux pourquoi on en est arrivé là. Et je pense qu'il faudra des années pour reconstruire, retisser ce lien. Quand on voit aujourd'hui les scores dans les sondages des candidats qui proposent de fragmenter la République, donc je pense évidemment à Éric Zemmour, à Marine Le Pen, et aussi d'une certaine manière à Jean-Luc Mélenchon, je me dis que le pays va mal. Donc le combat, il faut le mener, pas forcément en étant candidat à la présidence de la République, mais il faut le mener dans les villes quand on est élu, quand on est citoyen dans une association, dans sa famille. Je pense qu'il faut mener un combat depuis la base, l'origine, et chacun peut apporter sa pierre, chacun peut apporter son rôle sans être forcément candidat à la présidence de la République. Alors vous pointez du doigt dans votre ouvrage la désaffection des Français vis-à-vis de la politique. Ils sont de moins en moins présents dans les consultations politiques. Vous dites simplement qu'au moment des présidentielles, ils sont beaucoup plus présents. Et vous dites qu'il y a une crise du système de représentation, mais vous dites surtout qu'il n'y a que le politique, ou que la politique qui est capable de faire sens commun, de réunir les gens dans une communauté de destin, et qui peut porter le pays encore plus loin et le construire. La politique, c'est encore, j'allais dire le challenge ou l'enjeu, c'est encore la recette qui peut faire fonctionner la République? Oui,
c'est le seul levier aujourd'hui qui est capable de faire face aux crises de système que nous traversons depuis 2007. Il y a eu la crise financière, la crise des subprimes qui a touché l'Europe, les États-Unis, qui a touché le monde entier. La réponse à cette crise, ça a été une action internationale, le G7, etc. Il y a eu ensuite... Vous citez les 3 crises, mais vous dites que celle-là n'est pas terminée encore. Exactement. Ensuite, il y a eu la crise terroriste qui n'est pas terminée, qui appelle aussi une réponse internationale et globale. Ouais. Et puis, il y a la crise sanitaire. Et vous voyez que sur ces 3 crises financières, terroristes et sanitaires, le monde entier est touché. Or, quand le monde entier est touché, ça veut dire que les réponses, ça doit être des réponses à l'échelle de l'État, évidemment, à l'échelle de l'Europe si on peut, et à l'échelle du monde encore mieux. Donc, la seule façon de faire vraiment profondément changer les choses, c'est quand même que les gouvernements, les chefs d'État prennent des décisions fortes. Donc, c'est la politique, en ce sens-là, qui peut permettre de déjouer, d'anticiper les crises et de les surmonter. Et c'est pourquoi, et c'est ce que je dis dans le livre, ce désamour du citoyen pour la politique est dangereux. Parce qu'au fond... Mais en même temps, vous dites que le citoyen réclame plus d'État. Exactement, c'est tout le paradoxe de notre pays. C'est-à-dire que le citoyen a besoin d'infirmières, d'écoles, et c'est bien normal, de pouvoir vivre en sécurité chez soi, de pouvoir se loger. Donc le citoyen a besoin évidemment que l'État soit là quand on a un pépin. Comme je dis toujours, on vit ensemble, on vit en société. Pourquoi on vit tous en société? Pourquoi on respecte les lois? Parce qu'on sait que si on a un pépin, l'État est censé être là pour nous aider. C'est pour ça qu'on paie nos impôts. Vous êtes une femme de gauche, donc longtemps on a reproché à la gauche de ne pas aller sur le terrain de la sécurité, de l'ordre, etc. Donc vous l'abordez largement dans votre ouvrage. Mais en même temps, vous avez accompagné Ségolène Royal lorsqu'elle a défendu l'idée de l'ordre juste. Vous abondez dans votre document sur la sécurité citoyenne, la sécurité de la santé, la sécurité sociale. Mais à force de développer cette sécurité, on a des réflexes un petit peu contraires. On a les antivax, on a ça. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement dangereux vers, disons, la tutelle, vers l'infantilisation, vers la privation de la liberté? Ce mot liberté qui est brandi dans toutes les manifestations. Justement, l'État est là aussi pour protéger nos libertés. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que je ne suis pas pour que l'État se mêle de tout le temps et partout. C'est pas ça. Et la nation, précisément, qui est le mandat politique que l'on donne justement à l'État, la nation, la nation démocratique en France, c'est le projet de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc la première fonction de l'État, c'est d'assurer nos libertés. Comment l'État va assurer nos libertés? Avec une justice en ordre de marche. Une justice qui fonctionne. Aujourd'hui, pourquoi nos libertés sont menacées? À part à cause de l'état d'exception sanitaire dont je parle dans le livre, qui a été aussi une régression. Mais la seule façon de nous préserver, c'est la justice. Pour que la justice protège nos libertés, protège nos droits, protège les droits de la défense, il faut des magistrats. Or, aujourd'hui, on a besoin de multiplier par 2 le nombre de magistrats, de multiplier par 2 le nombre de greffiers. Donc, on a une justice pauvre. Premier élément important. Et puis, le deuxième sujet, c'est que quand on dit l'ordre juste, et moi, je suis convaincue qu'on doit pouvoir assurer à chaque citoyen de se sentir en sécurité, quel que soit le lieu où il vit, ça ne veut pas dire moins de droits. Pourquoi ça ne veut pas dire moins de liberté. Parce que l'ordre, de façon générale, il est perçu comme quelque chose d'injuste. L'ordre est perçu par la gauche, d'où je viens, comme étant une valeur de droite, ce qui est une erreur majeure. De Clémenceau à nos jours, la sécurité, c'est le droit de tout un chacun. La sécurité, ça n'est pas un mot de droite, c'est un droit pour tous. Et ça, précisément, la gauche ne l'a pas compris. Et quand on dit sécurité, ça ne veut pas dire moins de liberté. Ça veut dire que chaque citoyen doit vivre en sécurité. Ça veut dire que la justice doit fonctionner. Ça veut dire que les droits de la défense doivent être défendus. Et c'est la seule manière de permettre de vivre dans un état de droit, un état de droit un état juste. Parce que la première des injustices, c'est de ne pas pouvoir vivre en sécurité dans un quartier qui est moins riche ou moins favorisé qu'un autre. C'est ça la première des injustices. Cette liberté que d'aucuns brandissent comme quelque chose qui est menacé, on la voit aujourd'hui avec les manifestations au Canada. Hein, c'est des manifestations monstres. Et d'ailleurs, il est même prévu qu'ils traversent l'Atlantique et qu'ils viennent à Bruxelles manifester en Europe. On a les antivax qui manifestent chaque week-end. On a cette idée qu'il faut aussi vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. La Pfizer vient de faire sa proposition. On a les EHPAD, on a toute cette crise des EHPAD où on a quand même nos
nos aînés qui sont victimes quand même de débordements et d'agressions indignes. On a et là la Fondation Abbé Pierre vient aussi de souligner que le logement c'est quelque chose d'inaccompli, d'inabouti pendant le quinquennat Macron. On a l'impression quand même que tous ces gens qui sont qu'on pourrait citer en situation de fracture ou de précarité, soit du point de vue de l'âge, soit du point de vue de la condition sociale, sont laissés un peu sur le bord du chemin et ont peur, et donc ont un réflexe qui va les amener vers des pulsions ou vers des bords un peu extrémistes. Donc, comment vous analysez ça ? C'est la solution que je propose à ça, c'est précisément cette idée d'ordre protectionnel. C'est-à-dire que c'est précisément le rôle de la nation que de protéger les plus vulnérables et les plus fragiles. Vous avez raison de parler des EHPAD. C'est un scandale absolu dans notre pays. Ça fait plus de 30 ans qu'on sait très bien que dans les EHPAD qui sont gérés par des sociétés privées, l'objectif, c'est uniquement la rentabilité. Je souligne quand même que même les sociétés privées vivent de subsides publics, donc de nos impôts. Et la réponse à ça, c'est que l'État doit davantage contrôler, doit protéger. C'est la source même de l'injustice aujourd'hui sur les EHPAD, c'est le fait que l'État n'est pas assez présent. L'État, mais également les collectivités locales. Les scandales de détournement, de fraude d'argent public dans les EHPAD, les maltraitances, la souffrance de nos aînés. Je rappelle aussi que le taux de suicide le plus important dans notre pays aujourd'hui, c'est chez les plus de 75 ans. Qu'est-ce que c'est que cette société où quand on a plus de 75 ans, on est tellement désespéré parce qu'on se sent abandonné par tous, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées. Qu'est-ce que c'est que cette société où la seule solution pour la majeure partie des suicidés viennent de plus de 75 ans. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une désespérance et que la société française n'est pas capable de donner des conditions de fin de vie dignes. En tout cas, espérons qu'on ne prendra pas le chemin des Danois qui envoient leurs personnes âgées en Lettonie, ou des Japonais qui vont faire enterrer leurs personnes âgées aussi en Europe. Juliette Méadel, ancienne ministre, élue à Montrouge et présidente de l'Avenir, n'attend pas. Juliette Méadel, vous êtes une autodidacte, vous avez fait des études d'avocate, vous êtes devenue avocate, ensuite vous avez fait de la politique, vous avez fait l'ENA avec la 3e voie qui permet à tout salarié dans le privé pendant 8 ans d'avoir accès à l'ENA, et vous avez été secrétaire d'État. Voilà, vous vous êtes fait à la force du poignet et vous avez une volonté de faire. Et vous avez des modèles, vous avez des héros. Et dans votre livre, vous citez deux, que j'en ai retenu deux. C'est Robert Badinter et Georges Clemenceau. Pour vous, Badinter, c'est l'incarnation même de la justice. Et pour vous, Clemenceau, c'est celui qui, à propos des victimes, a déclaré « Ce sont des Français qui ont des droits sur nous ». Vous citez cette phrase. Alors, racontez-moi Badinter, Clemenceau. Badinter, grande figure qui nous a fait progresser humainement, qui a fait progresser notre pays avec l'abolition de la peine de mort. Il faut bien voir que quand il est nommé ministre de la Justice en 81, les Français sont contre l'abolition de la peine de mort. François Mitterrand a fait faire un sondage, il sait que les Français sont contre. Une écrasante majorité. Une écrasante majorité parce que, évidemment, le réflexe tribal, quand il s'agit de juger quelqu'un qui a violé ou tué un enfant, c'est qu'on a envie aussi qu'il meure. Voilà, donc ça c'est le réflexe tribal. Et il nous amène à être beaucoup plus humains, à être plus civilisés, en amenant à l'abolition de la peine de mort avec des arguments qui nous élèvent. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que se dire que la République, la France, la nation française, nous élève tous et nous fait sortir de notre condition humaine presque primaire. Et c'est un progrès considérable, évidemment, pour les victimes d'injustice, parce qu'il y a aux États-Unis ou dans certains États, la peine de mort est toujours en vigueur. Il y a des personnes qui sont innocentes, enfin sur lesquelles dont on sait qu'elles étaient innocentes et qui ont été assassinées par la peine de mort. Et donc, à mes yeux, et puis deuxièmement, chez Robert Badinter, ce qui est fascinant, c'est son combat pour les prisons. C'est-à-dire que la France a des conditions d'incarcération qui sont indignes, qui sont parfaitement négatives parce que le taux de récidive est très important. Et donc, le progrès, c'est précisément d'être capable d'avoir aussi une prison qui sache réinsérer, qui sachent soigner ceux qui sont malades, apaiser, mais également faire respecter l'ordre républicain. Et c'est ça aussi le combat de Robert Badinter.
Et puis Georges Clemenceau, pour moi, c'est la République dans toute sa splendeur. C'est une République solidaire. Vous savez que Georges Clemenceau, qui a aussi été un très grand militaire, s'est toujours battu contre le colonialisme, c'est-à-dire qu'il était pour l'émancipation des peuples. Absolument. Donc, à mes yeux, il est bien plus progressiste que certains socialistes de l'époque. Et puis, il était pour le service public. Il n'était pas contre la propriété privée, ce qui était l'apanage des socialistes de l'époque. Il était pour la propriété privée, mais pour lutter contre les injustices, il était pour le service public. C'est exactement ma conviction aujourd'hui. Le service public, on dit toujours, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est ce qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. C'est quand même la force de notre pays que de soigner tout le monde, quels que soient ses revenus, d'avoir accès à une éducation de qualité, se soigner, avoir accès à une éducation de qualité et vivre dans un environnement où on a un minimum accès à de la protection dans la rue, protection sanitaire, protection sociale. C'est ça. La nation que j'appelle de mes voeux, c'est cette vision-là de la République qui a été magnifiquement incarné par Clemenceau. Alors, pour revenir un petit peu à votre matrice, à votre terreau, vous êtes une femme de gauche, et vous pointez dans votre livre, que je rappelle, Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire, vous dites, la gauche a trahi ses idéaux, notamment au milieu des années 80, quand sur le plan politique, elle a complètement changé à 180 degrés, où elle s'est prononcée pour la libéralisation des marchés financiers, la déréglementation, etc. Et sur les conquêtes sociales, elle les a aussi plus ou moins émoussées. Et vous êtes une des rares à vous ériger, parce qu'on voit tout le temps les gens de gauche issus du Parti socialiste en disant oui, la gauche qui gouverne, la gauche sérieuse, etc. Mais vous, dans votre livre, vous vous érigez contre cette culture de gouvernement. Et vous dites je suis pour repenser la manière de gouverner, pour agir et non juste pour exercer le pouvoir. Donc quelque part, vous érigez contre ce qui est monnaie courante chez les gens de gauche, c'est qu'ils veulent gouverner pour gouverner. Donc vous dites qu'il faut agir. Agir, ça veut pas forcément dire capituler par rapport à ses objectifs politiques et par rapport à ses idéaux. Ça veut pas dire non plus être complètement irréaliste. Moi, je crois qu'on aurait très bien pu construire l'Europe comme François Mitterrand l'a faite et l'a voulu, sans forcément libéraliser les marchés financiers. On aurait parfaitement pu construire l'Europe sans soutenir, parce que l'enjeu c'est ça, sans soutenir le développement d'un capitalisme financier à propos de cette Europe, sans vous limite. Dites, l'Europe est devenue le révélateur de l'affaiblissement des structures publiques et de l'incapacité de la République française à tenir sa promesse d'égalité et de fraternité. Oui, Là, c'est sévère, hein, c'est le coup de hache. Là. Parce que le gros défaut dans la construction européenne des années 90, ça a été de dire on va faire l'Europe monétaire avant de faire l'Europe politique. En fait, il fallait faire les deux. Quand François Mitterrand prépare Maastricht, au fond, il dit, écoutez, il dit, c'est Hubert Védrine qui me le disait encore, et Julien Drey encore il y a quelques jours, il dit pas, je veux pas d'Europe politique, il dit, écoutez, avec les Allemands, on va commencer par faire l'Europe économique, et vous vous occuperez plus tard, dans quelques années, de l'Europe politique. Et aujourd'hui, on paye l'addition. Voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on paye l'addition avec tous les manquements sur la défense, sur les frontières, sur la xénophobie. Évidemment. Aujourd'hui, on paye l'addition. On paye l'addition de ce manquement. Parce qu'on a laissé l'Europe économique se construire sans garde-fou politique. Et vous voyez, sur les EHPAD, qu'est-ce qui se passe ? On a aujourd'hui des sociétés privées qui utilisent les fonds de l'État français pour spéculer en bourse sans frontières. On n'aurait pas dû autoriser le développement d'un tel capitalisme. Je l'ai dit dans un vieux livre en 2007, Les marchés financiers et l'ordre public. Donc il faut mettre des freins. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe, pas du tout. Moi, je suis justement pour une Europe beaucoup plus forte. Vous dites dans votre livre, je suis pour une Europe d'État-nation. Exactement. Une Europe d'État-nation sur là, vous des choses importantes. Beaucoup de souverainistes dans ce domaine-là. Oui, mais par exemple, il y a des sujets que vous ne pouvez pas déléguer à l'Europe. Par exemple, votre justice. On ne peut pas dire on va faire une justice mutualisée avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Non. La sécurité intérieure, l'utilisation de nos forces. Européenne de justice. Oui, bien sûr, mais elle juge du droit européen. Elle ne juge pas de nos peines en matière. Donc vous êtes contre l'idée de mettre un droit européen qui ait une suprématie sur le droit national ? Ça dépend des secteurs.
Je pense que en matière énergétique, par exemple, il vaut mieux avoir un droit européen. En matière écologique, on est plus fort à plusieurs. Mais pour le plan régalien, il vaut mieux le garder. Exactement. Voilà. Le cœur de mon propos, c'est de dire que pour le régalien, c'est-à-dire le régalien, c'est vraiment ce qui touche à vos intérêts stratégiques, ce qui vous protège. Ça peut aussi être certains secteurs de l'industrie. Regardez, pendant la crise, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de médicaments ou de Doliprane et que le Doliprane était fabriqué à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté française. Il y a des secteurs qui doivent rester dans la main des Français, c'est-à-dire que c'est aux citoyens de France de décider pour sa sécurité, pour sa santé, pour sa justice. Ça doit rester dans le cœur de l'État-nation. En revanche, ça veut dire, dans toute une série d'autres, pour ce qui relève, évidemment, je vous l'ai dit, de certains secteurs énergétiques, de la question des transports, de la question même de certains aspects des politiques de jeunesse, par exemple. Là, oui, il faut construire une Europe, mais on ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas avoir transféré toutes les compétences que l'on a transférées au niveau européen sans avoir eu de réflexion sur qu'est-ce qui est primordial pour nous. Qu'est-ce qui est primordial pour nous, Français. Est-ce que ce sont des renationalisations, des nationalisations qui sont primordiales? Vous parlez de ça, vous dites que dans le nouveau projet politique que vous proposez pour agir, il faut renationaliser, il faut nationaliser. Oui, il y a des sujets sur lesquels on doit reprendre la main, oui, bien entendu. Vous parlez de la santé? Bien entendu, la santé, et puis ce qu'on appelle la protection de notre appareil industriel stratégique. Regardez, au moment de la crise, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de respirateurs pour les poumons, parce que c'est pas nous qui les fabriquons et que ça se fabrique à l'étranger, et qu'on est dépendant des autres pays. Mais les autres pays, ils avaient tous besoin de leurs respirateurs, donc ils les ont gardés pour eux-mêmes. Vous voyez, donc nous, on est dépendants, on n'est pas capable de fabriquer ce qui nous sauve. Donc sur les secteurs stratégiques, il faut garder notre capacité. Aussi, bien entendu. Donc on doit identifier, là, dans le cadre de la campagne présidentielle, on doit identifier les secteurs sur lesquels on doit être autonome. Certains aspects de la santé, notre sécurité intérieure, j'y reviens, d'une certaine manière l'utilisation de nos militaires. La Cour de justice dont vous parliez tout à l'heure des communautés européennes, des CJUE de l'Union européenne, a dit cet été que ça devait être l'Europe qui décide du temps de travail des militaires français. Ça, c'est quand même inouï. Donc, ça n'est pas à l'Europe à décider de l'utilisation des forces armées françaises. On parle d'autonomie. Autonomie, ça ne veut pas dire autarcie et ça ne veut pas dire recroqueviller sur soi-même. Surtout pas. Ça veut dire que pour assurer notre survie, nous devons être autonomes, nous devons pouvoir décider sans personne d'autre que la France. Ça, c'est quand même la base fondamentale. C'est-à-dire que si la France veut être un pays qui est capable de se protéger, de se défendre, on doit décider tout seul. Être autonome, c'est être fort. Parce que être autonome, déjà, c'est protéger les Français. Et ensuite, c'est être fort. Merci, on ne doit pas dépendre des autres. Juliette Méadel, entretien passionnant. Alors, vous dites la démocratie est malade. Page 193 de votre livre. Est-ce que c'est la démocratie qui est malade ou est-ce que c'est la République qui est en train de trouver les recettes pour continuer à vivre en tant que République? On n'a pas le choix. La République doit vivre avec la liberté et un principe électoral. Et même s'il y a aujourd'hui qu'un Français sur 3 qui va voter, il faut quand même que ça tourne. Donc la République n'a pas le choix. Mais pour nous citoyens, c'est terrible de se dire que nos élus, votre maire, ceux qui nous écoutent, votre maire, votre conseiller départemental a été élu avec moins d'un Français sur 3. Parce qu'aux dernières élections, les Français ont jugé qu'il n'était pas justifié de venir voter. Et donc la démocratie, elle est malade de l'abstention. Et la démocratie, elle est aussi malade à cause de la crise et de la crise sanitaire, parce que l'état d'urgence sanitaire a porté un coup d'arrêt au débat politique et démocratique. Pendant l'état d'urgence sanitaire, le Parlement s'est très peu réuni et le gouvernement a décidé par voie d'ordonnance, c'est-à-dire que quand il a l'autorisation de décider par voie d'ordonnance, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de revenir devant le Parlement. Donc, quand il veut vous empêcher de sortir de chez vous, quand il veut, au plus fort de la crise, contrôler les raisons pour lesquelles vous allez sortir de chez vous, quand il veut vous imposer toute une série de contrôles sur la liberté d'aller et de venir, la liberté de se réunir, c'est quand même violent. Eh bien, il le fait sans le Parlement. Donc, c'est pour ça que j'explique bien que ça a affaibli notre démocratie, que notre démocratie, du coup, elle est encore plus malade après la crise qu'avant la crise. Alors là, j'espère que grâce au vaccin, on va pouvoir avoir des conditions optimales pour organiser nos élections. J'espère que le gouvernement va d'ailleurs lancer une grande campagne de mobilisation
pour venir voter. C'est sa responsabilité, il doit le faire, parce qu'il faudrait qu'on ait un taux de participation aux élections présidentielles qui dépasse tout ce que nous avons connu précédemment. Et l'encouragement que je veux donner ici ce matin, c'est de dire à chaque citoyen, surtout, intéressez-vous aux élections, venez voter, venez défendre votre point de vue, exprimez-vous, car nous avons besoin que la démocratie vive pour permettre à notre pays d'aller vers un avenir meilleur. Moi, je suis convaincue que la voix du peuple, c'est la voie qui nous conduit vers le progrès. Alors vous dites justement pour construire cette démocratie, parce que la démocratie, en fait, n'est jamais quelque chose d'achevé. La démocratie, comme la laïcité, comme la République, c'est une construction permanente. Ce sont des forces en permanence qui se battent entre elles et qui installent qui installent une façon de vivre en commun. Et vous dites qu'une des réponses par rapport à cette façon de revivifier la démocratie, c'est de présenter la nation comme horizon politique. Et vous dites l'idée de nation permet cet équilibre entre égalité, diversité, liberté, solidarité. Vous dites que c'est un idéal à atteindre pour créer une société apaisée et sereine. Donc l'idée de nation, c'est quelque chose de nouveau, qu'il faut rendre plus neuf aujourd'hui pour vous ? Oui, parce que la nation, ça évoque, d'abord ça évoque le nationalisme, historiquement, parce que... On a l'impression qu'elle est préemptée par les Zemmour, les Le Pen et compagnie. Parce que la nation, c'est la France des années 30, puis c'est la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, puis ça a été les nationalismes. Longtemps ça évoque la guerre. Dans la bouche des gens de gauche. Oui, dans la bouche des gens de gauche, ça évoque la guerre, parce que ça évoque le fait d'opposer les peuples entre eux selon leurs origines. Or, la nation d'Ernest Renan, la nation qui est la nation française qui résulte aussi de la Révolution française de 1789, au contraire, elle dit « Nous sommes un peuple uni et indivisible à partir d'un ensemble de citoyens qui viennent en France et qui naissent en France et qui décident de vivre ensemble et qui décident de partager ensemble des principes, liberté, égalité, fraternité. » Et au fond, comme le dit Renan très très bien, c'est le choix de chaque jour, la nation. Je décide, je suis français parce que je décide de l'être, parce que je décide de respecter les lois de la République, parce que je considère que les principes de la République française sont les bons principes, donc il y a quand même un choix. Et c'est ce choix qui définit que tout un chacun doit être traité, doit avoir exactement les mêmes droits. Pour moi, la nation, c'est l'intégration d'abord de tous dans un projet collectif. Et c'est ce qui rend dynamique au fond, la République française. Donc, cette intégration, elle est souple, parce qu'il faut en même temps reconnaître une forme de diversité, mais en même temps installer cette diversité dans un projet commun. Mais bien sûr. Donc c'est ça au fond, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Le seul point commun de tous les citoyens de France, c'est la nation. Qu'est-ce que c'est ce point commun ? C'est l'idée qu'on va ensemble respecter les mêmes principes de fonctionnement, respecter les lois de la République. Après, la nation n'a pas à se mêler de la spécificité de chacun. Ça c'est à la limite, parlons de la religion, ça c'est l'intime de chacun. Parlons des choix, que ce soit les choix sexuels, les choix de vie privée. La nation n'a surtout pas à se mêler de tout ça. Ça c'est la sphère de l'intime et il faut protéger les droits de chacun dans sa différence. Mais la seule chose qui relève du public, c'est le choix de faire partie d'une communauté une et indivisible, qui est la France. Alors vous dites, je pense en vous adressant un peu à tous vos amis de gauche et autres, vous dites la nation n'est pas un gros mot, ni un concept suspect, elle est la volonté générale. Et surtout, la nation, c'est le rempart contre les nationalismes. Absolument. Et vous dites, c'est ces nationalismes qui affaiblissent l'idée même de nation, puisqu'ils sont porteurs de séparatisme, de communautarisme, de division. Exactement. Le nationaliste, c'est celui qui oppose entre les nations et qui oppose aussi entre les communautés. C'est celui qui vous réduit à vos origines, le nationaliste, à vos origines sociales, ethniques. Donc ça c'est la guerre. Oui, ce type de nationalisme-là, c'est la guerre. Mais la nation, justement, si on porte un projet unique, c'est celle qui fait de vous un citoyen de France parce que d'abord, vous avez choisi d'être un citoyen. Donc, elle en appelle à votre volonté, elle en appelle à votre choix libre, et en même temps, elle vous protège. Et surtout,
La nation, celle que j'appelle de mes voeux, ne vous distingue pas selon vos origines. Au contraire. Alors la nation n'a rien à voir avec le droit du sol ou le droit du sang. C'est une idée politique. C'est une idée politique, c'est l'idée d'un choix, c'est l'idée de faire partie de vie, d'un ensemble de règles. Mais le droit du sol, à mes yeux, est une bonne chose. L'idée de reconnaître que quel que soit l'endroit d'où vous venez, si vous êtes né en France ou si vous vivez en France, vous avez la possibilité de devenir un citoyen français, moi, elle me va très bien. Ce que je conteste, c'est plutôt le droit du sang. La nationalité française, elle repose aussi sur le droit du sol. Et c'est très bien comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nationalistes sont ceux qui opposent les peuples entre eux sur des critères abscons que sont vos origines, votre religion. Voilà, ça c'est la fragmentation de la société. Moi j'en appelle à une France une et indivisible, unie, qui respecte les valeurs de la République. Donc vous êtes bien sûr attaché au droit et à la conquête permanente de nouveaux droits, mais les réflexions récentes sur le président de la République, Emmanuel Macron, qui parle de devoir. Cette façon à chaque fois de parler de droit, tout de suite de parler de devoir. Ça vous gêne pas un peu ? Ce qui m'a gêné dans son intervention, c'est qu'il considère, il l'a dit, mais je me suis même demandé si c'était pas un lapsus de sa part. Même à propos de Joséphine Baker, il a raconté, il parlait toujours de devoir, parce qu'elle a rempli ses devoirs. Moi, ça m'a un peu agacé. La formule aurait dû être, les citoyens de France ont des droits et des devoirs. Mais des droits et des devoirs. Chacun étant donnant. Oui, bien entendu. Chaque citoyen de France a des droits et des devoirs, c'est évident. Mais dans sa formulation, si mes souvenirs sont bons, il a plus parlé de devoirs que de droits. Et ça, c'est un peu on gênant. On ne peut pas mettre les devoirs avant les droits. Un glissement vers la zémorisation. L'ordre juste... On ne va pas lui faire porter le chapeau à ce niveau-là. Non, je me suis dit que c'était un lapsus, parce que vraiment, c'était pas possible. C'était pas possible de dire ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regardait son visage, on sentait que... il y a dans ses yeux une espèce d'interrogation qui est passée quand il a lu cette phrase. Donc, j'ai considéré que c'était un lapsus. Alors, dans votre livre, vous ne parlez jamais du mot patrie. La patrie française n'existe pas Dans le mot patrie, il y a cette notion de patriarcat, il y a cette espèce de renvoi à l'idée d'un clan, d'une famille qui me gêne. La nation française, elle va par-delà le clan, par-delà le petit cercle familial. Au contraire, la nation française, c'est une construction. C'est celle qui consiste à dire, mais je suis le frère de citoyenneté de tous ceux qui ont choisi de faire de la France leur pays. Et donc, je ne suis pas dans un clan. Donc, la nation, pour moi, est bien plus porteuse d'un projet politique intégrateur, exigeant à l'égard de ses ressortissants, que la notion de patrie. Qui, par ailleurs, renvoie, vous savez, qui renvoie évidemment à Pétain, travail, famille, patrie. Alors, évidemment, il ne faut pas s'en tenir à ça. Juliette Méadel, on aurait pu encore continuer longtemps. On reviendra, bien sûr. On aura le plaisir de vous réinviter. Notamment, on aurait pu parler de l'éducation de la jeunesse et des nouvelles générations, parce que quand même, ce sont ces jeunes qui vont construire la France de demain. On a encore du pain sur la planche. On vous invitera de nouveau. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Nasser.